Le coup de projecteur de l'éclaireur, Patrice Asserazec reçoit le député Philippe Latombe pour parler de la loi FISA. Nous recevons aujourd'hui Philippe Latombe, député MoDem à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des lois, de la Commission nationale informatique et liberté, mais surtout, et c'est à ce titre que nous l'invitons tout particulièrement, très investi dans les questions du numérique et de la défense des intérêts nationaux et européens. Le 19 avril, les États-Unis ont voté la prolongation et le renforcement de la loi FISA, opérant une surveillance quasi généralisée des données de par le monde. On rappellera que cette loi qui a été promulguée par Joe Biden a tout simplement étendu le nombre d'entreprises qui doivent désormais coopérer avec le renseignement américain. Alors l'Europe et la France derrière prennent-elles suffisamment la mesure de ces enjeux éminemment stratégiques ou tombent-elles une nouvelle fois dans le piège américain ? On en parle avec Philippe Latombe. Philippe Latombe, bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Je voudrais revenir à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Il y a quelques jours est tombée la prolongation de la loi FISA et notamment de sa section 702. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer ce que dit cette loi, ce que cela implique pour les Américains, mais aussi pour les Européens ? Alors la loi FISA, c'est une loi qui permet aux agences nationales gouvernementales, donc les agences fédérales américaines, particulièrement la NSA, particulièrement la CIA, particulièrement le FBI dans un certain nombre de cas, de pouvoir collecter des informations concernant les non-américains. La loi FISA, c'est la protection des intérêts stratégiques américains, à l'exception de l'utilisation de ce texte sur les Américains eux-mêmes. Donc c'est fait pour écouter tous ceux qui ne sont pas américains dans le monde, pour collecter de l'information, pour collecter du renseignement, et de pouvoir ensuite traiter ces informations et ces renseignements, soit pour faire de l'information militaire, soit pour faire du contre-espionnage, soit pour faire de l'intelligence économique. Le FISA, il est fait par les Américains, pour les Américains, à l'exclusion des Américains. Le FISA n'autorise pas la NSA à écouter les Américains. C'est un texte qui est ancien, qui arrivait à échéance en décembre de l'année dernière, décembre 2023, qui a été prolongé temporairement jusqu'en avril 2024, parce qu'il y avait un désaccord entre les républicains et les démocrates sur le renouvellement du FISA. Est-ce qu'il devait être renouvelé à l'identique, renforcé ou amoindri ? Une partie des démocrates américains trouvaient que la vision du FISA était trop dure, trop intrusive, et les républicains, en sens inverse, avaient envie qu'on donne plus de moyens aux services d'espionnage, aux agences américaines pour pouvoir faire leur travail. Et donc ça a été, il y a eu un modus vivendi qui a été de prolonger pendant 4 mois, le temps qu'il y ait des discussions et que le texte aboutisse. Et le texte a abouti vendredi dernier par un vote de la Chambre des représentants qui a voté après le Sénat, en renforçant le FISA, en prolongeant le FISA de 2 ans, et en renforçant d'ailleurs le FISA, puisque dorénavant, les entreprises de télécommunications, les opérateurs de télécommunications et ceux qui fournissent des appareils de télécommunications seront soumis au FISA. C'est-à-dire qu'ils auront l'obligation de communiquer les informations qu'ils auront pu collecter à l'extérieur des États-Unis pour les agences américaines. C'est-à-dire qu'un opérateur de téléphonie, par exemple Cisco, je prends cet exemple-là, Cisco est une entreprise américaine soumise au FISA. Si la NSA demande à Cisco de fournir des informations sur, prenons un exemple, un cas d'école Airbus, ils seront obligés de fournir des informations que la NSA leur demande. Et ils l'ont étendu à l'ensemble des Américains qui opèrent à l'étranger. Cette extension est une extension très importante, puisque ça veut dire que dans tous les data centers dorénavant, c'est les data centers dans lesquels il y aura soit des opérateurs américains, soit des appareils de télécommunication, ce qu'on appelle des cross-connect ou des outils de ce type-là, de nationalité américaine, et qui auront la possibilité d'avoir des balises, des traceurs, un certain nombre de choses, pourront servir de base de renseignement pour la NSA, la CIA ou la FBI.
D'accord. Dès lors qu'il y a un composant en fait américain dans une entreprise européenne ou autre, elle peut être assujettie à la loi FISA. Un composant actif, dans le sens où il faudra que ce soit un composant qui soit en capacité de capter de l'information. C'est-à-dire que si c'est simplement un composant passif, c'est-à-dire simplement un câble, ça marchera pas. En revanche, s'il s'agit d'une baie de brassage, un certain nombre de choses, oui, à ce moment-là, oui, forcément, ça sera soumis au FISA. C'est donc un renforcement très important qui était en germe, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on avait un texte qui était en train de tourner entre le Congrès, enfin, au sein du Congrès, entre le Sénat et la Chambre des représentants. On savait que les telcos allaient être impactés. Il y a eu un petit espoir, c'est assez bizarre de le dire comme ça, mais il y a quelques semaines, il y a eu un petit espoir parce que Donald Trump, qui d'habitude n'est pas forcément le plus gentil, a gentiment expliqué que le FISA n'était pas une bonne idée parce que ça permettait d'écouter les Américains et que son renouvellement posait un problème. Et il prenait, pour justifier sa position, il prenait son cas personnel. C'est qu'un certain nombre des preuves qui sont contre lui utilisées par le département de la justice américain, présentées devant les tribunaux, sont issues d'écoutes utilisées qui ont utilisé le FISA parce que c'était des écoutes faites à l'étranger, avec des étrangers, et que donc on pouvait l'utiliser dans le cadre du FISA. Et donc Donald Trump a dit non, mais je suis pas d'accord. Et une partie des républicains ont commencé à manifester une mauvaise volonté pour le voter. Bon, ça n'a pas suffi, ça a été adopté. Mais on voit bien que ça pose, même aux États-Unis, un certain nombre de discussions sur la protection des données personnelles des Américains. D'accord. C'est en gros un système de surveillance quasi généralisé, quoi. Finalement, on arrive. Mais c'est Snowden, hein. Faut se remettre ça en perspective. C'est ce que Snowden a dénoncé quand il a fait sa présentation de. Oui, c'est ce qu'on avait vu effectivement aussi avec la révélation de la mise sous écoute d'Angela Merkel ou de François Hollande. Finalement, c'est dans la continuité, quoi. Exactement ça. Il faut se dire que les Américains sont nos alliés, ne sont pas forcément nos amis. Et que en matière de renseignement économique, en matière de renseignement d'espionnage, de contre-espionnage, l'intérêt supérieur des États-Unis est d'écouter le maximum de monde partout dans le monde pour essayer de se prémunir des éventuelles attaques qu'ils pourraient avoir ou de garder des avantages compétitifs, notamment. D'ailleurs, ça se sent effectivement aussi, notamment dans la sémantique qui est utilisée. Les Américains parlent souvent de guerre économique. Nous, on est beaucoup plus réticents à employer ce terme. Oui, ils parlent d'intelligence économique. Nous, on a du mal à utiliser ce terme-là. C'est pas quelque chose qu'on apprend aux entreprises soit à faire, soit pour lesquelles il faut se protéger. Il n'y a que les entreprises qui ont l'habitude de travailler dans ce genre de secteur, qui sont les entreprises de défense, qui sont des entreprises qui fournissent du matériel de très haute technologie ou dans le spatial, où il y a ce réflexe. Mais pour la plupart des entreprises, il n'y a pas de réflexe de ce type-là, alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on apprend à la fac quasiment. Les États-Unis sont le seul pays à appliquer ces lois. On parle aussi de la Chine, qui a un modèle aussi. La Chine a les mêmes lois, grosso modo, a les mêmes lois. Simplement, l'impact de la Chine n'est pas tout à fait le même. Les Américains ont une portée extraterritoriale de leurs droits très fort parce que ils appliquent à toutes les personnes américaines de nationalité américaine l'obligation de répondre aux annonces gouvernementales, et toutes les entreprises qui fonctionnent en dollars sont soumises aussi à ce type d'obligation. On voit bien que, parce que le dollar est la monnaie mondiale, la portée est plus importante. Et puis, dans le monde de l'Ouest, la prééminence des solutions technologiques américaines rend l'extraterritorialité plus importante pour les Américains que ne l'est la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine et son cloud, Alibaba, ne représentent pas une part de marché très importante du monde du cloud en Europe, alors que les trois principaux, qui font à peu près 80% du marché, c'est Amazon, Microsoft et Google, quoi. Quel est véritablement l'intérêt de ces données? Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux, technologiques bien sûr, commercial aussi. On l'a vu sûrement avec les piratages qu'il y a eu, notamment sur France Travail, Pôle Emploi, etc. Qu'il y a aussi un enjeu politique. Qu'est-ce qui est véritablement stratégique dans ces données? J'allais dire tout. C'est simplement. Alors, il y a des données qui sont pas intéressantes ou des données qui sont des données publiques. Celles-là, on n'a pas forcément besoin de les protéger particulièrement parce que par nature, elles sont publiques et donc accessibles à tout le monde.
quand je vous dis toutes les données sont importantes, c'est qu'on voit bien aujourd'hui l'impact de l'intelligence artificielle et la nécessité de pouvoir entraîner ces moteurs, ces algorithmes avec des données, et que ce soit des données fraîches pour permettre que ces algorithmes puissent fonctionner. Et donc, on a besoin de tout type de données. Des données personnelles, on le voit par exemple avec les données de santé, on a de très grands espoirs avec l'intelligence artificielle de pouvoir trouver des corrélations entre des traitements médicamenteux et des pathologies, de pouvoir prédire des évolutions de soins, des évolutions d'état de santé quand on a des données très importantes sur une population. Donc, les données de santé, par exemple, sont des données extraordinairement sensibles. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une question qui se pose avec le Health Data Hub, avec toutes les données de santé qui sont collectées par l'État, directement ou indirectement. Et puis, il y a des données qui paraissent moins stratégiques, mais qui le sont. Les données financières d'une entreprise, par exemple, sont des données importantes. Le plan stratégique d'une entreprise, son plan de trésorerie à 3 ans, son plan marketing à 2 ans, sont des données extraordinairement stratégiques. S'ils sont en concurrence avec d'autres entreprises, ils n'ont pas forcément envie que ces données soient accessibles à leurs concurrents. Or, on a quand même l'impression que depuis une vingtaine d'années, on a perdu cette idée de l'information stratégique et que la plupart des entreprises, pas toutes, mais une grosse partie des entreprises, stockent leurs données sur du cloud ou dans des serveurs sans forcément les protéger suffisamment, et elles sont accessibles à des concurrents, à un certain nombre de personnes qui pourraient vouloir les regarder. C'est d'autant plus important quand on est une entreprise de type ETI ou entreprise un peu plus grosse qui est sur un marché mondial avec des concurrents étrangers, notamment des concurrents, en l'occurrence américains ou chinois par exemple. On voit bien que des informations sur le type de clientèle, la tarification appliquée à ses clients, les rabais appliqués à ses clients, le plan stratégique de développement de nouveaux produits, tout ça est très important pour cette entreprise et ne devrait pas être accessible de façon aussi importante à des concurrents. Et c'est pas suffisant. En même temps, on voit qu'il y a aussi, on l'a vu avec le Health Data Hub, puisque effectivement les données de santé sont pour l'instant hébergées par Microsoft. Je crois qu'en 2025, il est prévu un appel d'offres. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été promis par le gouvernement. Oui, sauf que le gouvernement, là où je suis très très en colère vis-à-vis du gouvernement, c'est que le gouvernement, dès 2020, avait promis que dans les 2 ans, il y aurait un transfert sur un cloud souverain. Il l'avait promis pas simplement au Conseil d'État, ce qui est déjà quand même une grosse promesse, il l'avait promis à la CNIL, il l'avait promis aux parlementaires, à l'Assemblée et au Sénat, par la voix de 2 ministres différents. Et en 2022, il ne s'est rien passé. En 2024, il ne s'est toujours rien passé. Donc, je ne crois plus, je le dis très clairement, je ne crois plus aujourd'hui dans le message du Health Data Hub et du gouvernement de dire nous allons basculer sur un cloud souverain à horizon trimestre 3 2025. J'y crois pas une seule seconde. Ils n'ont pas commencé le travail de réversibilité aujourd'hui. On nous explique que la réversibilité, c'est au minimum 12 à 18 mois de travail. Et on voit EMC2 qui passe, le projet EMC2 qui est un sous-projet de données de santé hébergé par le Health Data Hub, qui est hébergé chez Azure. En ayant comme seule argumentation, de toute façon, il n'y a pas un seul Français qui est capable de faire le job. Et deuxième sous-argumentation, oui, puis vous vous rendez compte, 2 systèmes, c'est difficile à gérer, il faut qu'on n'en ait qu'un seul. Donc, comme on a déjà Azure, on va continuer avec Azure. Ben non, je suis désolé, non. Et les promesses qui ont été faites par le gouvernement à ce sujet-là doivent être tenues. Et pour l'instant, elles ne le sont pas. 4 ans, plus de 4 ans et demi plus tard. Et ça va. Ou les actions, d'ailleurs, sur MC2 auprès de la Cour du Conseil d'État, qui sont encore sur le fond. Les actions que Catherine Morin-Desailly, sénatrice, fait de son côté au Sénat, que moi je fais à l'Assemblée. Et on va continuer. Enfin, c'est pas acceptable aujourd'hui de laisser nos données de santé chez Azure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on nous dit qu'il y a du chiffrage, parce que c'est ça l'excuse, c'est pas grave, vous inquiétez pas, les données sont chiffrées. Donc en fait, elles sont rendues illisibles. On rend illisibles des données au repos ou des données en transit. On ne peut jamais chiffrer des données qui sont en traitement. Or, le principe même du Health Data Hub, c'est de faire du traitement de ces données-là. C'est justement le principe de ça. C'est que je prends des données pour voir s'il y a des corrélations entre une maladie, son traitement, un état de santé et l'amélioration de l'état de santé. Est-ce que l'état de santé de Madame Dupont en 2015, quand elle a eu un cancer, qui s'est amélioré, qui est en rémission, il tient 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout ça pour faire de la prévisibilité et on en a absolument besoin. Ces traitements-là ne peuvent pas être chiffrés. Donc les données sont en clair à un moment. Et donc forcément,
Ça marche pas. On peut pas nous expliquer que comme c'est chiffré et que les clés appartiennent au Health Data Hub, tout va bien. Les clés sont des clés fournies par Azure. Ils peuvent les lire s'ils en ont envie. Pourquoi c'est important? Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des données qu'on a confiées à l'État en pensant que l'État allait les garder et bien les protéger. Or, c'est pas le cas. Et ensuite, ça a un intérêt stratégique très important. C'est une mine d'or, ces données de santé. Nous avons un État que tout le monde qualifie d'un peu trop administratif. Mais ça, l'administratif a parfois du bon. C'est que les données de santé ont été calibrées. Elles sont passées au tamis de l'administration, donc on a des données de santé pour chacun des Français sur 40 ans qui sont des données calibrées. Et donc, il n'y a plus qu'à faire passer des moteurs, des algorithmes d'intelligence artificielle pour travailler dessus. Si on les laisse accessibles à n'importe qui, on peut nous les piquer. Des labos peuvent s'en servir pour faire leurs propres recherches, alors que c'est le patrimoine de la France et le patrimoine des Français. Il n'est pas question de le brader comme ça. C'est notre souveraineté future, notre capacité à faire de la recherche médicale future, qu'on serait en capacité de laisser chez Microsoft. Non. Et puis, il y a un dernier point, c'est que les données de santé sont très très importantes pour des entreprises qui aujourd'hui pourraient avoir envie de créer une nouvelle mutuelle, de faire un certain nombre de produits de ce type-là. Et donc, avoir ces données serait très important parce qu'elles pourraient ajuster leur tarification au plus près et l'individualiser au maximum. Et donc, on perdrait cet effet de globalisation du montant de l'assurance et de ce qu'on fait pour les mutuelles aujourd'hui. Parce que la mutuelle individuelle n'est pas la règle en France, c'est une mutuelle collective. Bon, et je parle même pas du fait que des services étrangers pourraient avoir envie d'avoir une perspective de l'état de santé des Français pour imaginer ce que va donner la population française dans 10 ou 15 ans. Ça, je vais laisser ça à la science-fiction, mais je suis pas convaincu que ça comment justement la France et l'Europe arrivent ou pas à se prémunir contre finalement ces potentielles ingérences étrangères. Il y a eu des réglementations qui ont été mises en place. Alors en France, il y a le SecNum Cloud, il y a aussi une certification européenne. Est-ce que ces réglementations sont à niveau, sont suffisantes? On va dissiper un malentendu tout de suite. Il n'y a pas de réglementation européenne pour l'instant. Il y a un projet qui tourne qui s'appelle EUCS, European Certification Scheme, mais qui n'est pas aujourd'hui validé. C'est juste en négociation. C'était en fait au départ l'idée que nous avions, nous, en France, du SecNum Cloud, qui est un référentiel qui a été fourni par l'ANSSI, qui donne une certification et qui prévoit un certain nombre il y a plus de 130 points de certification qui sont certifiés, qui sont vérifiés. L'immense majorité de ces points sont des points techniques, technologiques, de sécurité physique, de sécurité logicielle, d'un certain nombre de choses. Il y a des points qui concernent la gouvernance des systèmes pour être sûr qu'ils soient redondants, qu'en cas d'attaque, il y ait une solution de secours de repli, qu'il y ait des sauvegardes physiques délocalisées, qu'il y ait un certain nombre de choses. Et puis, il y a un point sur l'immunité aux règles extraterritoriales non européennes. Et on parle de non européenne, c'est-à-dire que ça intègre à la fois les Russes, les Chinois, les Américains, les Israéliens, les Japonais, l'Afrique du Sud, enfin n'importe quel autre pays autre que les Européens. Et ce point-là, ce SecNum Cloud, nous avions poussé tous pour que ça soit le nouveau schéma européen. Et qu'en fait, EUCS, ça soit SecNum Cloud. On avait trouvé un accord avec l'ensemble des pays européens juste avant la guerre en Ukraine, et notamment avec les Allemands. Et donc, on avait bien une règle d'immunité aux règles extraterritoriales intégrée dans EUCS pour les données sensibles, qui étaient les niveaux 3 et 3+. Et quelques semaines après la guerre en Ukraine, au moment où les Allemands ont commencé à se dire qu'ils avaient un petit problème de gaz, et que les Américains se sont proposés pour fournir du gaz et des armes à l'Ukraine, nous avons reçu un joli petit courrier disant l'accord que nous avions, il est toujours valable, mais nous avons un point sur lequel nous voudrions revenir, c'est la fameuse immunité aux règles extraterritoriales non européennes. Et donc, on veut rediscuter. Et depuis ce moment-là, on rediscute et nous sommes en train de perdre la bataille, c'est-à-dire que le nouveau schéma d'EUCS n'intègre plus d'immunité aux règles extraterritoriales non européennes. Donc la France a défendu EUCS avec sa version de SecNum Cloud. Pourquoi ? Parce que si EUCS est validé dans la dernière version telle qu'elle est proposée par l'Allemagne, par un certain nombre de pays, la Belgique, etc., SecNum Cloud n'existe plus, n'aura plus d'existence juridique en France. Or, on en a besoin,
et beaucoup d'entreprises sont allées sur SecNumCloud parce que c'était la voie que le gouvernement avait tracée pour un certain nombre de données, notamment les données sensibles, les données régaliennes, etc. Et c'est quand même un gros investissement de partir sur une certification de type SecNumCloud. Et donc, très clairement, on dirait aux entreprises, vous avez fait du bon boulot, c'est vachement bien, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc la France se bat depuis plusieurs mois pour essayer au moins de maintenir la possibilité de faire une exception nationale à UCS pour garder SecNumCloud. C'est la version que nous avons aujourd'hui. Il y aurait une solution, c'est aussi pour ça qu'on est plusieurs à l'avoir fait, c'est que nous pensons que le Data Privacy Framework, qui est l'accord d'adéquation avec les États-Unis pour les données personnelles, devrait être invalidé par la Cour de justice de l'Union, qui devrait rappeler que l'immunité aux règles extraterritoriales non européennes doit être la règle. Et dans ces cas-là, si la Cour de justice le disait, et en plus, si elle était gentille, elle le dirait en faisant référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union, ça veut dire qu'UCS devrait forcément intégrer une immunité aux règles extraterritoriales non européennes. Donc ça résoudrait il y a eu avant d'autres accords internationaux, je crois, qui ont été invalidés par la justice. C'était le même schéma. Non, juste un petit. Exactement le même schéma. C'était exactement le même schéma. En fait, le DPF, le Data Privacy Framework, est le successeur du Safe Harbor, qui était lui-même le successeur du Privacy Shield. Et donc aujourd'hui, ces deux premiers accords ont été invalidés par la Cour de justice en disant que les droits offerts par les Américains pour la protection des données des Européens quand elles sont traitées aux États-Unis n'étaient pas suffisantes par rapport au RGPD en Europe. Et donc 2 fois l'a déjà invalidé. Le DPF n'est simplement que l'accord précédent découpé en petits morceaux et repositionné autrement. C'est un peu un jeu qui a été fait comme on fait avec les enfants. Vous donnez aux enfants un texte et vous dites, tu découpes les paragraphes et puis tu essaies de refaire un texte qui a du sens en recollant les paragraphes. C'est exactement ce qu'a fait la Commission européenne sur ce sujet-là. Et là où moi je suis très mécontent, c'est que la Commission européenne est passée outre l'avis du CEPD, donc du Comité européen de protection des données, est passée outre l'avis qui a été voté et rendu par le Parlement européen et qui disait que l'accord n'était pas suffisamment empreint de garanties et que les Américains n'avaient pas donné suffisamment de garanties aux Européens et qu'il fallait renégocier l'accord. La Commission européenne n'a pas écouté et a promulgué le DPF sans se poser la question. D'où le recours que moi j'ai tenté, que je tente, qui est en cours au tribunal de l'Union, et la volonté d'un certain nombre de personnes en Europe, et en particulier en France, de pouvoir saisir la Cour de justice de l'Union via une procédure un peu compliquée de questions préjudicielles. Logiquement, on pourrait penser que ce 3e accord va être à nouveau retoqué par la Cour de justice de l'Union européenne, vu qu'il s'inspire quand même très largement des 2 premiers. Oui, l'immense majorité des juristes pensent que effectivement, si la Cour de justice est saisie, elle invalidera. Mais il faut d'abord saisir la Cour de justice. Et saisir la Cour de justice, c'est long. Max Schrems l'avait fait 2 fois, donc c'est un avocat autrichien. Il l'a fait 2 fois dans un combat qu'il avait avec Facebook en Irlande et pour lequel il avait fait une question préjudicielle qui avait été acceptée par la Cour irlandaise, qui avait été renvoyée à la Cour de justice. Il a réessayé une 3e fois il y a quelques mois. Les Irlandais, un peu échaudés des 2 premières, ont dit sur ce coup-là, on passe notre tour. Pas de question préjudicielle, vous ferez ça autrement. D'où les questions préjudicielles qui ont été déposées en France à l'occasion de MC2 auprès du Conseil d'État, qui pour l'instant a simplement écarté le référé, renvoyé au fond. Donc maintenant, on attend de savoir si le Conseil d'État va renvoyer une question préjudicielle. Et vous avez saisi la justice de votre côté Alors moi, j'ai saisi le tribunal de l'Union directement, un peu comme on fait en fait un recours pour excès de pouvoir en France. Il y a une procédure à peu près identique au niveau des traités de l'Union. C'est le traité de Lisbonne qui le prévoit. Mais ça va devant le tribunal de l'Union et pas devant la Cour de justice. Ça va en première instance et pas en 2e. Mais simplement, c'est plus rapide. Donc le tribunal de l'Union est saisi de ma demande et doit et la procédure. On voit effectivement qu'il y a des moyens d'essayer d'encadrer un petit peu les pratiques, mais qu'en même temps, on a l'impression que c'est déconstruit automatiquement derrière. Et donc notamment par la Commission européenne. Pourquoi finalement quels sont les intérêts, puisque finalement on peut considérer que c'est du pillage de données qui est en train de se jouer. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord un atlantisme très fort de la part de Ursula von der Leyen et d'une partie de l'Europe, surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui avec l'Ukraine.
c'est que les pays baltes, les pays d'Europe de l'Est ont tellement peur des Russes et de ce qui se passe en Ukraine, en se disant que si ça continue, ça peut aller jusqu'à chez eux, et que le seul rempart qu'on peut avoir, ce sont les Américains. Il y a un tropisme d'une partie des pays européens vers les États-Unis sur ce sujet-là. Autre point, les Allemands ont besoin des Américains parce qu'une partie de leur industrie, c'est l'industrie d'export, et donc le marché, c'est le marché européen, c'est le marché américain. Et donc ils ont besoin du débouché américain, donc certainement pas d'une guerre commerciale telle qu'on a pu l'avoir avec Trump à une époque. Et donc ils ont besoin pour exporter leurs voitures, notamment aux États-Unis. Et notamment depuis l'histoire du gaz américain aussi, donc. Ouais, voilà, et depuis aussi le fait que les Américains voient d'un mauvais œil le fait que nous commercions avec les Chinois. Et donc, comme les Chinois sont l'ennemi juré des Américains depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, le fait de commercer avec les Chinois gêne un peu les Américains. Donc, il faut leur donner des gages. Donc, les Allemands ont besoin de donner des gages. Et puis, il y a une volonté, une sorte d'imprégnation de l'ADN européen d'un marché libre, totalement libre, ouvert à tout le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui nous marque le plus, c'est qu'il n'y a aucune règle de commande publique, d'obligation de respecter un cahier des charges européen sur l'attribution de marchés publics. Tout est ouvert. Parce que par principe, tout doit être ouvert. C'est la libre circulation des biens et des personnes. On a cet ADN européen qui est de dire, en fait, nous, on prend tout ce qui vient, tout le monde peut jouer en Europe et c'est la concurrence libre et parfaite. Ben non. Les États-Unis font du protectionnisme. Ils ont des règles très particulières pour ça. On devrait avoir les mêmes. Et les Américains nous font bien comprendre que si on devait adopter les mêmes règles qu'eux, ils ne seraient pas contents. Ben oui, mais ça, à la rigueur, moi, je m'en fiche. En tant que député, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que notre argent, nos impôts, la commande publique se déverse sur nos entreprises, sur nos territoires pour créer de l'emploi pour nos citoyens. Et ça, aujourd'hui, c'est pas dans l'ADN de l'Europe. Et donc, on le voit bien d'ailleurs avec tout ce qui est autorisation de fusion, d'absorption d'entreprises, où la Commission européenne assez régulièrement dit, bah oui, mais vous serez trop gros, vous allez trop manger le marché, donc c'est pas bien. Il y a un tropisme, un ADN de la concurrence libre et parfaite, qui est totalement théorique, qui n'est pas appliqué nulle part ailleurs que chez nous, et qui fait que nous sommes plutôt un marché de proie plutôt qu'un marché de... Et qui nécessite effectivement d'avoir à chaque fois le feu vert de Bruxelles dès lors qu'il y a des attributions de subventions d'État à des entreprises privées. Ceci dit, ce système avait connu un petit peu ce principe avait connu un peu son apogée avec la tentative de nomination de l'américaine Fiona Morton, je crois, au poste d'économiste en chef. C'était un petit peu dans la même veine, non? Ah ben c'était exactement... Là, on voyait bien le tropisme américain de von der Leyen. On nommait comme chef économique de l'Union européenne, on modifiait, alors c'était même pire que ça, c'est qu'on a modifié les règles de nationalité des fonctionnaires de la Commission, exprès pour nommer Fiona Scott Morton comme chef économiste en charge d'éclairer les possibles problèmes de concurrence au sein de l'Union. Et Fiona Scott Morton a bossé pour des GAFAM, a bossé pour le gouvernement américain sous Obama et faisait partie de cabinets de lobbyistes. Il y a un moment, c'est juste pas possible. Les Américains avaient un profil assez identique, un poste assez identique à pourvoir, puisque c'était l'équivalent de ce poste-là chez eux. Ils ont demandé à ce que le candidat européen, qui était un bon candidat européen, qui était un candidat autrichien, prenne la double nationalité, parce que les États-Unis ne reconnaissent jamais la double nationalité. Ils ne prennent que la nationalité américaine. Et donc, le chef économiste qui était, la personne qui voulait candidater, a été obligé de prendre la nationalité américaine, ce qu'on n'a pas appliqué à Scott Morton. Il y a un moment, c'est juste pas possible. Le poste est pourvu d'ailleurs actuellement? Je ne crois pas, jusqu'aux élections, ça doit être un peu en suspens, ça. Non. Oui, alors, il y avait des candidats, parce que Fiona Scott Morton avait été nommée, alors qu'il y avait d'autres candidats européens, dont un Espagnol de mémoire, qui avait fait une forte impression et qui était arrivé second, disons. Mais il n'a pas été nommé pour autant immédiatement après. Donc je ne sais pas où ça en est encore. Ça fera certainement partie des nouveaux attributions de la Commission quand elle sera renommée
en septembre. Pour revenir aux données, on a pas mal parlé du Health Data Hub et notamment du coup du rôle de l'importance de Microsoft. Ceci dit, par ailleurs, il y a eu, je crois, une intervention il n'y a pas très longtemps, peut-être hier ou avant-hier, d'un ex-responsable sécurité de la Maison-Blanche qui pointait le risque pour la sécurité nationale des États-Unis de confier autant de process à Microsoft. Donc, en fait, pour être très clair, Microsoft a fait l'objet d'attaques, notamment par les Chinois, depuis plusieurs mois. Tout le monde s'est rendu compte que Microsoft était une passoire. Et le responsable de la cybersécurité de la Maison-Blanche, quand il voit une passoire, il a très peur. son énervement, il n'est pas sur le fait que Microsoft soit américain ou pas. C'est pas son sujet. C'est le fait que ça soit une passoire et que il n'y avait pas de culture de la cybersécurité et du fait de patcher un certain nombre de failles au niveau de ce que ça devrait être quand on est Microsoft et qu'on a ce type de process. En l'occurrence, les failles qui avaient été exploitées par des Chinois chez Microsoft étaient des failles que Microsoft connaissait depuis plusieurs mois et n'avait pas colmaté. Je pense que n'importe quel responsable de sécurité des systèmes d'information, responsable de sécurité informatique, aurait le même réflexe que l'ancien patron de la cybersécurité de la Maison-Blanche, c'est de dire que c'est une passoire. Et nous, on contractualise avec Microsoft. Et nous, on ne regarde pas forcément les choses de la même façon, ou en tout cas, on fait semblant. Notamment au sein des armées, parce que je crois que Microsoft aussi héberge certaines données, non sensibles, mais bon. En partie, pas forcément les données les plus sensibles, mais oui, en partie. Mais le ministère de la Défense a fait un gros effort. Il y a quand même quelques ministères qui ont fait des très gros efforts sur la protection des données. Faut quand même le dire. Le ministère de la Défense, le ministère des Armées maintenant, le ministère de l'Intérieur a pris à bras le corps le sujet. Aussi parce que la gendarmerie ne travaille absolument pas sous Microsoft, puisque la gendarmerie est sous Linux, sous du logiciel libre. C'est très résilient. Alors, c'est pas le truc qui est le plus up-to-date de la Terre, bien que les gens qui sont spécialisés sous Linux diront que c'est le meilleur système d'exploitation de la Terre, qu'il est agile, etc. Bon, on voit qu'il y a quand même quelques difficultés d'implémentation d'un certain nombre de systèmes chez les gendarmes, mais le système est très résilient, il est très sûr. Et comme les gendarmes ont toujours été un peu en avance par rapport à la police nationale sur ce type de sujet, c'est eux qui ont embarqué le ministère de l'Intérieur pour leur dire, la protection des données, les systèmes d'information, il faut que ça soit résilient, il faut que ça puisse avancer. Voilà, c'est aussi pour ça que le ministère de l'Intérieur a avancé sur le sujet. Ça fait partie des deux ministères qui sont les plus allants. Il y a pourtant eu pas mal de rapports, je crois, sur la question, il y a eu des mises en garde, je crois. Non, mais le ministère des Armées a pris la main sur le sujet. Il y a eu la question de l'utilisation de Microsoft, qui était un contrat qui s'appelait Open Bar. C'est pas beau de dire comme ça, mais il s'appelait comme ça. Il peut rien. Mais depuis, ils ont changé. Ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils mettent pas tout les œufs dans le même panier. Voilà. Donc il y a un vrai effort du ministère des Armées. Il y a un vrai effort du ministère de l'Intérieur. Il y a des ministères qui, par contre, s'en fichent complètement. L'éducation nationale, par exemple, même si à l'intérieur de l'éducation nationale, il y a un service qui est très, très intéressant, qui fait du logiciel libre. Le reste, les espaces numériques de travail, on voit que ça reste encore, des espaces numériques, les fameux ENT, sont encore chez les GAFAM. Il y a des gros problèmes, d'ailleurs, sur les ENT. Donc, démonstration encore d'une nouvelle défaillance, peut-être Oui, ou du fait que le numérique n'est pas... c'est ça le problème, c'est que le numérique n'est pas pensé comme étant ce qui est le plus important au sein des différents ministères. Et puis, globalement, c'est que chaque ministère est responsable de son numérique. Il n'y a pas de vision transversale du numérique au sein du gouvernement. Il n'y a pas un ministère dédié directement sous la responsabilité du Premier ministre et qui serait chargé de régler l'intégralité des processus numériques pour l'intégralité des ministères. Chaque ministère est responsable de son service, est responsable de sa vision du numérique, est responsable de sa vision des données. Et donc, ça crée des divergences ou des différences entre ministères qui font qu'il n'y a pas de... L'argument qui est souvent avancé, notamment pour le Health Data Hub, c'était de dire qu'il n'y a pas d'acteurs français ni européens capables de fournir ce que Microsoft propose. C'est une réalité ou on met la barre un petit peu haut Alors voilà, c'est toute la question, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin. Microsoft... Si on prend, ils sont pas mauvais. Faut quand même dire les choses. Que ce soit Amazon, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, ils sont bons. Mais ce sont des Formule 1. La vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin de Formule 1 ou est-ce qu'on a besoin d'une estafette?
Donc la vraie question, c'est de quoi on a besoin chez Microsoft, de quoi on a besoin chez Amazon, de quoi on a besoin chez Google, et est-ce que nous, on a les solutions pour pouvoir le faire? Aujourd'hui, une grosse partie de la recherche médicale en France se fait sous un système qui s'appelle le CASD. C'est pas le plus opérationnel, c'est pas le plus beau de la Terre. Il n'est pas capable de faire de l'intelligence artificielle de haut niveau parce qu'il n'a pas la puissance de calcul pour le faire, mais l'immense majorité des résultats de recherche fondamentale en médecine aujourd'hui en France est faite sous le système CASD. Donc ça montre bien qu'on n'a pas forcément besoin d'une Ferrari, qu'on a simplement besoin de quelque chose qui permet de délivrer. Si le Health Data Hub était en capacité de faire de la recherche avec de l'intelligence artificielle tout le temps en permanence, à ce moment-là, oui, on aurait quelques difficultés, sauf qu'aujourd'hui, il ne délivre rien. Donc, c'est génial de me dire qu'on a besoin d'une Ferrari, c'est vachement bien de me dire qu'on a besoin d'une McLaren, sauf qu'ils ne savent pas conduire la Ferrari ni la McLaren. Bon, trouvons une autre solution. Aujourd'hui, nous avons des solutions qui sont françaises, qui sont en capacité de faire 98 ou 99% de ce que le Health Data Hub pourrait ou devrait faire. Faisons les choses. Quand on a regardé la fameuse appel d'offres EMC2, qui n'était pas un appel d'offres, qui était un benchmark, ce benchmark, c'est bizarre, on a retrouvé quasiment toutes les spécifications de Microsoft Azure et toutes les spécifications d'Amazon mélangées. C'est-à-dire que le Health Data Hub demandait des choses qui étaient présentes chez Microsoft Azure et et absentes chez Amazon et inversement. Et des choses qui étaient incompatibles les unes entre les autres. En fait, c'est comme s'ils avaient pris, un peu comme la Commission européenne l'a fait pour le DPF, s'ils avaient pris l'ensemble des cahiers des charges des deux, l'ensemble des spécifications des deux, qu'ils avaient mélangé, qu'ils avaient dit aux Français, est-ce que vous êtes capable de faire tout ça? Ben non, en fait, parce que c'est juste pas possible. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on est capable de faire là, maintenant, sous forme hébergeur de données de santé, et on peut le transformer en Secnum Cloud à horizon 6 mois, 12 mois, donc ça pose pas de souci. Ah non, on vous demande que ça soit directement Secnum Cloud maintenant. Mais vous ne le demandez pas à Azure, vous ne le demandez pas à Microsoft, ils ne peuvent pas être Secnum Cloud. Pourquoi vous nous le demandez à nous et vous ne le demandez pas à Microsoft? Cherchez pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on voit bien que les jeux, les dés étaient pipés dès le départ. Ça marche pas comme ça. Et est-ce qu'on voit que Microsoft aussi s'est prémuni pour la suite? On a vu que Microsoft s'était allié à Orange, quelque part c'est un petit peu l'État français, et Capgemini notamment dans la société bleue. Quelles étaient initialement ces visées? C'est pour pouvoir, s'il y avait potentiellement un appel d'offres sur le Health Data Hub, pour pouvoir postuler? C'est que Microsoft ne peut pas être Secnum Cloud au titre de la fameuse règle d'immunité aux règles extraterritoriales non européennes, le fameux 19.6 de Secnum Cloud. Et donc, si vous voulez continuer quand même à pouvoir proposer leurs services, il fallait qu'ils montent ce qu'on appelle une société, une joint venture, avec des opérateurs français qui seraient majoritaires dans cette nouvelle société, et que ce sont ces opérateurs qui utiliseraient du Microsoft sous forme de licence logicielle. C'était ça le truc. Sens a fait Thales a fait la même chose avec Sens. C'est Google et Thales, c'est Thales qui va opérer sous licence logicielle du Google dans des data centers qui vont être la propriété de Thales, mais qui seront hébergés chez Google. Alors maintenant avec le nouveau FISA, j'ai posé la question à l'ANSSI il y a quelques semaines et j'ai toujours pas ma réponse, parce que j'avais quand même préfiguré que le FISA allait changer et que les opérateurs de telco allaient être intégrés. Je pense que Sens ne peut plus prétendre à du Secnum Cloud, ou en tout cas, il faudrait qu'on fasse évoluer Secnum Cloud au titre du FISA. Maintenant, on va d'abord attendre de savoir si UCS, la négociation européenne, aboutit avant de commencer à toucher Secnum Cloud, parce qu'on ne va pas commencer à toucher Secnum Cloud si d'ici 3 mois, il est devenu caduc parce que l'Union européenne n'a pas voulu le valider. Est-ce qu'il y a des enjeux aussi qui se posent sur l'euro numérique? Alors, j'ai cru comprendre que l'expérimentation avait été confiée en partie à Amazon. Est-ce qu'il y a des enjeux aussi là derrière, au-delà de technologiques? Oui, il y a des enjeux technologiques. Celui qui détiendra l'euro numérique, il faut quand même se mettre en perspective que l'idée de l'euro numérique, c'est de remplacer toute la monnaie fiduciaire que nous connaissons classiquement, les billets et les pièces, et qu'on puisse faire des petits achats à la boulangerie avec de l'euro numérique, qu'on aurait sur son téléphone, comme un wallet, etc. La vraie question, et ce qui agite pas mal de monde aujourd'hui, c'est qu'il y a en parallèle de l'euro numérique, il y a ce qu'on appelle le wallet d'identité.
Et la question, c'est est-ce que les deux seront corrélés et est-ce qu'on pourra tracer l'intégralité des transactions financières, même à 1 euro dans une boulangerie de quelqu'un? Ça donne, au-delà de simplement savoir si la personne, elle fait de la fraude fiscale. Je ne crois pas qu'elle fasse de la fraude fiscale à 1 euro avec la boulangerie. C'est peut-être la boulangerie qui fait de la fraude fiscale, mais ça, c'est un autre problème. Mais ça donnera un profil de consommation très, très important. Ce qu'aujourd'hui les banques n'ont pas le droit de faire quand vous avez un relevé de compte, en fait, on pourrait le confier. Et le fait qu'Amazon puisse être sur l'euro numérique pourrait leur permettre d'avoir des informations considérables sur les habitudes de consommation des Européens. Et il faut quand même se souvenir qu'Amazon, avant d'être un producteur de cloud et un fournisseur de cloud, c'est surtout un fournisseur de produits. C'est un vendeur de produits. C'est le plus grand hypermarché du monde. Donc, je pense que ça serait un avantage compétitif énorme pour eux que de savoir quel est le profil de consommation. Arnaud Montebourg, je crois que c'était lui qui avait dit, qui avait résumé ça en disant que la France, alors je ne sais plus s'il disait c'était la France ou l'Europe, mais je crois que c'était la France, était devenue une colonie numérique des États-Unis. Vous êtes d'accord avec lui sur ce rapide résumé? Oui. Ah oui. Sa phrase, elle est totalement exacte. Aujourd'hui, si nous n'avions pas les systèmes américains, nous ne pourrions pas fonctionner. Nous n'avons pas laissé la place à des alternatives françaises et européennes. Et pourtant, on a des gens qui font très bien les choses. Mais on ne sait pas aujourd'hui leur faire confiance. Il y a un vieux syndrome IBM des années 80, c'est que tout ordinateur doit être un IBM, parce que si jamais il tombe par hasard en panne, c'est pas grave, c'est parce que c'est un Américain, on ne me reprochera jamais d'avoir fait le choix de prendre un ordinateur IBM. Ben aujourd'hui, tous les services sont des services qui sont des services américains. On a dans la partie CRM, donc la partie de relation client, CRM, Custom Relation Management, le CRM, les relations clients, c'est du Salesforce dans l'immense majorité des cas, de plus en plus, partout. On va devenir mono CRM quasiment partout en Europe avec du Salesforce. Ça veut dire que si Salesforce un jour ou l'autre, un peu comme VMware avec Broadcom, décide d'augmenter ses tarifs de x5, x6, il se passe quoi? On est totalement dépendant d'un seul fournisseur. Et quand j'essaie de le dire à ma façon, mais je pense que Arnaud Montebourg ne me dirait pas l'inverse. C'est le cours de première année qu'on a en école de commerce ou en fac de Sciences Éco. Quand une entreprise n'a qu'un seul fournisseur, à terme, elle appartient à son fournisseur. Et bien, on est en train de faire la même chose avec les Américains et avec des systèmes qui sont de plus en plus intégrés. L'affaire VMware Broadcom, c'est exactement ça. Broadcom rachète VMware, qui est quasiment monopolistique sur la partie virtualisation des ordinateurs et des systèmes d'information, dans les systèmes d'information. Broadcom a décidé de rentabiliser son achat de plus de 60 milliards en 3 ans. Et donc, ils ont fait un calcul en sens inverse. Comment je trouve 60 milliards de bénéfices en 3 ans? Eh bien, il faut que j'augmente le prix des licences de x6 ou x7. Ben, quand vous avez une facture qui faisait 10 000 euros et qui fait tout d'un coup d'un seul, 3 000 plus tard, 70 000 euros, vous commencez à tousser. Quand je dis 70 000 euros, c'était plutôt pour une petite entreprise. Pour une très grosse boîte, ça représentait plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires. Bon, ben, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça. Il y a aussi le poids des habitudes aussi qui joue là-dedans. Oui, il y a le poids des habitudes, et puis il y a quand même un problème dans l'écosystème, il faut quand même le dire, c'est que les Américains ont fait un truc vachement bien, mais c'est lié à leur façon de fonctionner. Mais aujourd'hui, Microsoft, Amazon et Google, par exemple, ont une surface de produits très importante, parce qu'ils ont fait des acquisitions depuis très longtemps, et donc ils offrent un panel de services très important. En France, on aurait l'équivalent de ces services-là, mais découpés entreprise par entreprise. Et donc, si on a envie d'avoir la même surface de produits, il faut associer des briques qui viennent de plusieurs entreprises, et l'écosystème a plutôt tendance à chercher des noises, à se concurrencer alors qu'ils ne le sont pas forcément, plutôt que d'aller chasser en meute et de dire, ben voilà, j'ai un appel d'offres, on va y répondre tous les 5, à tous les 5, on est capable de répondre à l'appel d'offres. On a encore des vieilles visions chicaneries entre entreprises, ce qui est pas... Voilà. Ça change un peu. Je trouve que ça change de plus en plus. Il y a des discussions de plus en plus formelles entre les entreprises pour s'associer sur... Ça change un peu, mais ça va peut-être pas assez vite au vu effectivement des marchés là actuellement qui sont attribués, quoi. Et la difficulté. Et puis la question des marchés fait que aussi... ce sont des marchés, notamment de marchés publics, où les marchés des grosses entreprises sont des marchés à plusieurs centaines de millions d'euros, dizaines voire centaines de millions d'euros,
Il n'y a pas grand monde qui est en capacité aujourd'hui de répondre à un appel d'offres de ce type-là. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces appels d'offres sont, pour la plupart, sont soit pris par les Américains directement parce qu'ils sont en capacité de pouvoir le développer, soit des ESN, Capgemini, alors Atos un peu moins parce qu'ils sont un peu en difficulté, mais CGI et toutes ces entreprises-là répondent à l'appel d'offres et ensuite font l'allotissement des différentes briques. Et ils prennent des entreprises, notamment françaises et européennes, mais ils ont tellement capté la valeur ajoutée du marché que les entreprises qui sont des sous-traitants n'ont plus la valeur ajoutée suffisante pour pouvoir réinvestir, se redévelopper. Et l'État aurait un rôle à jouer là-dedans qui est quand même majeur. Enfin bon, j'imagine bien qu'on puisse avoir, c'est un secrétariat d'État maintenant, mais une vision quand même un peu supérieure là-dessus pour arriver peut-être un peu à coordonner les actions et puis peut-être faire valoir peut-être des intérêts nationaux ou européens. Il y a ce levier actuellement. Enfin, la nouvelle secrétaire d'État, personnellement, je l'ai pas beaucoup entendu sur le sujet, ce qui n'empêche pas que peut-être un travail derrière. Hein, c'est pas. Mais on a l'impression effectivement d'avoir un État relativement absent derrière, politiquement, je parle. Hein. On a un État qui est absent. Le secrétariat d'État, il est rattaché à Bercy. Il n'est pas transversal. Aujourd'hui, nous n'avons pas de structure transversale qui dépende du secrétariat d'État. Et donc, enfin, on le voit, la DINUM, qui est la direction interministérielle du numérique, elle est répartie partout. Elle est au ministère de la fonction publique, elle est un peu au secrétariat d'État sur le numérique, elle est un peu à l'éducation nationale, elle est un peu au ministère de la santé, elle est un peu partout. Quand on est partout, on est nulle part. On n'a pas aujourd'hui de structure ministérielle unique, transversale, qui permettrait justement de dire, ben voilà, nous devons privilégier les solutions françaises et européennes, donc les appels d'offres, il faut les allotir. Il ne faut pas faire des appels d'offres à plusieurs dizaines de millions d'euros, il faut allotir en fonction des besoins. Et vous, ministère, j'en sais rien, par exemple de la culture, qui avait un projet, on va vous aider à faire l'expression de besoin, à allotir cette expression de besoin pour que vous ayez non pas un appel d'offres à 70 millions d'euros, mais 7 appels d'offres à 10 millions. Ce qui est déjà beaucoup plus acceptable et qui peut être adressé de façon totalement différente. Mais cette agilité-là n'est pas la règle dans le fonctionnement aujourd'hui. Il manque aussi peut-être une volonté politique. Je pense encore à cette nouvelle secrétaire d'État. Vous avez postulé d'ailleurs à ce poste. Vous étiez plutôt bien calibré pour. On ne postule pas. Non, on postule pas. On nous propose ou pas. Enfin, même pas. On nous propose. Mais je suis assez. Comment dire ? Je pense que je suis assez franc-tireur et que du coup, ça n'aurait pas pu le faire. Et puis très honnêtement, je suis pas sûr aujourd'hui que je devrais certainement, je me mets à sa place, je devrais tellement avaler de couleuvres que j'en serais malade. Et j'ai pas envie. J'ai ma façon de fonctionner et elle est un peu dérangeante pour certains. Mais au moins elle me correspond. Et elle me permet de pouvoir me regarder dans la glace le matin et le soir en me disant j'ai fait ce que j'ai pu. Et je me suis pas compromis en acceptant un truc que j'ai pas envie d'accepter. C'est pas forcément toujours facile, mais au moins voilà. Donc non, il n'y a pas. Mais il manque de volonté politique. Mais la volonté politique, c'est pas simplement incarné par une personne qui serait secrétaire d'État au numérique. Il faut que ça soit un collectif. Il faut que ça soit une volonté gouvernementale, impulsée, qui ensuite descende dans chacun des ministères et qui irrigue partout. C'est la théorie du ruissellement, elle fonctionne bien dans ce genre de cas. Il faut que ça vienne du haut, mais ensuite que ça descende et que ça imprègne l'intégralité du corps de l'État. Or, la volonté, elle vient directement, on va dire, d'en haut. On l'a vu encore avec le documentaire de Off Investigation, hein, qui parle du poids de Macron, et d'en haut, et peut-être même au-delà de l'Europe, on voit qu'il y a des intérêts. Oui, mais alors, c'est là où moi c'est là où je suis très très optimiste. Pour l'instant, j'ai dit que des choses négatives, mais là, je suis très très optimiste. C'est qu'il faut que la Commission européenne, comme le gouvernement, se fracasse sur le droit. C'est-à-dire qu'il faut que la Cour de justice de l'Union et le Conseil d'État disent le droit. Et donc, pour ça, il faut les saisir. Il ne faut pas avoir peur de les saisir. Je suis allé au tribunal de l'Union parce que je pense que c'était la meilleure façon de montrer à la Commission que c'est pas comme ça que ça devait fonctionner. Le fait que EMC2 ait été challengé au Conseil d'État, moi, ça me va très bien. Je trouve ça très bien parce qu'à un moment, quand le droit dit on est en démocratie, le Conseil d'État ou la Cour de justice au niveau européen disent c'est pas conforme au droit de l'Union, c'est pas conforme au droit français, le gouvernement est obligé d'appliquer ce qu'a dit le Conseil d'État, ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union. C'est très bien. On l'a vu dans le cadre du projet de loi SREN, qui a fait des allers-retours avec la Commission.
la Commission a dit plusieurs fois à la France, mais attendez, vous n'avez pas le droit de réglementer, vous, au niveau national, quelque chose que nous réglementons au niveau européen. C'est dans nos traités, c'est comme ça. Donc, n'allez pas faire ce genre de choses comme ça. Et donc, il faut qu'on se fracasse sur le droit à chaque fois. Et donc, il faut saisir les juridictions pour ça. On a la même résistance dans les autres pays de l'Union européenne aussi. Il y a aussi cette démarche ou c'est propre à la France ? C'est très propre à la France. On avait c'est là où on est un peu orphelin. On avait une vision qui était partagée de ce niveau-là, qui était partagée par les Anglais. Et c'est issu de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du fait que la France et l'Angleterre avaient décidé d'avoir, malgré la protection américaine, d'avoir leur propre armée, d'avoir leur propre dissuasion nucléaire et d'avoir la capacité de se projeter au-delà des frontières européennes. Et c'est peut-être très certainement lié à notre histoire de pays colonial qui avaient des colonies un peu partout, donc on avait besoin de projeter notre armée à l'autre bout du monde. Mais on avait gardé avec les Anglais cette volonté-là d'autonomie stratégique. Et depuis que les Anglais sont partis de l'Union, on se retrouve un peu tout seul. Et on voit bien qu'avec la crise en Ukraine, nous, on a la capacité à pouvoir avoir des armements très spécifiques. Nos canons César sont parmi les meilleurs au monde. On en envoie en Ukraine. Mais on n'a pas le volume de production de ce que font les Américains. Et on n'a pas la main sur l'OTAN et l'interopérabilité des armements comme les Américains peuvent l'avoir. Et donc, les Allemands qui sont toujours repliés sous le parapluie américain, continuent à se replier sous le parapluie américain. Ils n'ont jamais fonctionné autrement. Il y a un peu que la France qui aujourd'hui a cette volonté d'autonomie stratégique. Et qui est quand même un petit peu verrouillée par, on a l'impression, par Emmanuel Macron quand même, qui a ouvert assez largement la porte aux GAFAM. On a l'impression que c'est un petit peu le dernier verrou, non ? Je sais pas exactement. Je suis pas le président de la République, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Je pense qu'il y a une fascination assez forte pour les nouvelles technologies, la capacité à créer de la valeur à partir de pas grand-chose, avec un produit qui va apparaître sur le marché, prendre le marché en 2-3 ans et s'installer durablement dans le paysage. Je pense qu'il y a une fascination pour le raccourcissement des cycles économiques et des cycles de développement et d'innovation. Et en ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on ne peut pas ne pas l'intégrer comme étant quelque chose qui arrive très vite et va rester parmi nous pendant des dizaines, des centaines, voire des centaines de milliers d'années. On fonctionnera avec de l'intelligence artificielle. Maintenant, définitivement, ça va irriguer l'intégralité de notre mode de fonctionnement, à titre personnel comme à titre professionnel. En revanche, il a toujours quand même voulu que nous ayons des systèmes autonomes. C'est pas un tropisme américain complètement. Il a essayé avec Donald Trump de nouer un partenariat, de nouer un contact pour améliorer les choses. Il s'est assez vite rendu compte que ça marchait pas bien. On a continué à avoir des programmes d'armement spécifiques en dehors de l'OTAN. On n'a pas adopté les produits américains tels quels. Donc il y a cet en même temps d'autonomie stratégique sur un certain nombre de sujets, mais aussi de fascination pour l'économie à l'américaine avec cette rapidité, cette voracité de l'économie et cette création de richesse très très importante.